d'où vient la méthode, un peu d'historique, le parcours que j'ai eu, qui justifie ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Ensuite, on vous expliquera la vision de notre méthode, la vision du cheval, comment nous voyons le cheval et pourquoi nous le travaillons comme ça. Quels sont les outils qu'on va utiliser, c'est-à-dire dans notre langage. Et je vous expliquerai aussi les différences entre notre méthode, les autres méthodes qui font de l'éthologie ou les méthodes traditionnelles. Alors nous, on va plutôt parler de horsemanship que d'éthologie, hein, ça, tout au long de la vidéo pour que ce soit clair. Ce sera ça. Ensuite, on prendra quelques exemples de méthodologie. Ensuite, j'enchaînerai sur mon équipement. Je vous montrerai quels équipements on peut utiliser et comment on les utilise. Et après, je vous ferai des démonstrations avec quelques chevaux sur du travail à pied, travail un peu en main et à cheval de différentes façons. Voilà. Alors, je suis William Hart. Ça fait 30 ans environ, depuis 1993, que j'entraîne des chevaux à titre professionnel et que j'enseigne l'équitation. J'ai commencé à monter à cheval, j'avais à peu près 3 ans. J'ai toujours vécu avec des chevaux et j'ai appris de façon autonome, petit, sur des doubles poneys, qui étaient souvent pas évidents, mais dans le cadre familial, en faisant des balades, des randonnées, ce genre de choses. Ensuite, on a essayé de m'inscrire dans différents centres équestres dans ma jeunesse. Alors, ça a été moins facile, c'est pas très concluant, j'ai toujours eu du mal avec le système des rênes tendues. Cette équitation ne me convenait pas du tout, donc j'ai continué à monter tout seul mes poneys, mes doubles poneys, jusqu'à un jour où j'ai rencontré quelqu'un sur un salon de cheval en Allemagne qui faisait de l'équitation western et j'ai découvert ça par ce biais. J'ai trouvé ça super, donc je suis allé faire des stages quand j'étais jeune, j'étais ado, dans ce centre équestre. C'était une personne qui venait de Californie, qui pratiquait le horsemanship. C'était vraiment très, très intéressant. Donc j'y allais tous les étés, j'habitais dans sa caravane et je montais à cheval, travaillais des chevaux à pied et en main toute la journée pendant les étés. Bon, tout ça m'a bien plu. Il a fallu ensuite que j'ai voulu en faire mon métier. Donc je suis allé me renseigner en France, mais bon, ça n'existait pas d'équitation western, pas de monitorat western, donc j'ai dû me mettre à l'équitation classique comme tout le monde. Donc j'ai passé mes examens d'équitation classique, j'ai fait du saut d'obstacle, du dressage, du concours complet, tout ce qu'il fallait faire pour passer ce monitorat. Ça n'a pas été évident parce que je travaillais dans les méthodes un peu que j'essayais d'appliquer, que j'avais appris en Allemagne sur du horsemanship. Enfin, c'est un balbutiement de horsemanship que je pratiquais, alors que tout le monde me voyait toujours comme un extraterrestre. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et finalement, celui-là, il y arrivait quand même pas mal avec des chevaux. Bah tiens, avec ce cheval, il arrive quand même à faire des choses, et puis ainsi de suite. Et voilà, quelques personnes, des cadres, dirigeants de Jeunesse et Sport à l'époque, et tiens, bah, il fait quand même des choses intéressantes. Bon, ça m'a encouragé dans ce que j'ai fait. Donc après ça, j'ai eu mes diplômes en poche. Donc je suis parti au Canada faire un brevet d'instructeur en équitation western que j'ai fait près de Montréal. Donc là, j'ai appris l'équitation western, j'ai fait mes brevets d'instructeur. Entre-temps, j'étais aux États-Unis dans des ranchs où j'avais vu l'équitation de ranch, pas tout à fait la même que l'équitation de sport. Donc j'ai un peu fait beaucoup de choses comme ça en tant qu'amateur. Et ensuite, ben, j'ai continué en tant que professionnel, donc j'ai enseigné l'équitation. Euh, j'ai travaillé dans différents clubs en Alsace pour donner des cours, mais bon, bien sûr, je pouvais pas me faire ce que j'avais envie de faire, l'équitation western, le horsemanship. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à mon compte et puis j'ai pu faire ce que je voulais en enseignant l'équitation western, le horsemanship. J'ai pratiqué le horsemanship pour l'équitation classique, l'équitation sur poney, c'était assez marrant d'ailleurs. Et à côté de ça, j'ai continué une carrière de cavalier de compétition que j'avais débuté avant tout ça. Donc j'ai des titres de champion d'Europe en reining, en différentes épreuves dans les années 95, 16. Ensuite, j'ai des titres de champion de France aussi en reining, ça c'était en 2004, aux épreuves à Palouza. Et j'ai continué à monter aussi en NRHA et je continue à entraîner des chevaux pour des clients. L'année prochaine, on va ressortir avec nos jeunes chevaux.
en équitation western. Donc toute cette période-là m'a permis de me préparer et d'accumuler de l'expérience pour créer justement une méthode qui n'existait pas, que je ne trouvais pas. Donc en faisant des essais sur des chevaux, en lisant beaucoup comment on pourrait dire ça, ce sont des textes qui sont publiés ou des publications scientifiques, voilà, sur l'équitation, sur le cheval, sur le comportement du cheval. Et donc en appliquant, en essayant d'appliquer sur les chevaux que je lisais dans ces documents-là, tout doucement, j'ai créé quelque chose et qu'on utilise encore de nos jours, qu'on appelle WH Horsemanship. Et vous verrez tout à l'heure comment ça fonctionne, la méthodologie, etc. J'ai ensuite été aussi aux États-Unis. On m'a demandé de venir. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Alors, je ne sais pas trop comment. Bon, on m'a fait venir donner des cours d'équitation western, de horsemanship, dans un ranch, justement au Minnesota. J'étais un bon moment. Donc c'était marrant parce que les gens disaient ouh, qu'est-ce que c'est que ce petit Frenchie là qui vient donner des cours de horsemanship chez nous, les Américains. Et donc au début des premiers cours que je faisais là-bas, j'avais 3 personnes, 4 personnes dans la carrière et 30 qui regardaient. Et au fur et à mesure de la première journée, les gens qui rentraient, ça te dérange si je viens dans 1 heure avec mon cheval, ça te dérange si je viens. Puis voilà, j'ai terminé là-bas. J'avais plein de gens tous les jours qui venaient découvrir quelque chose d'un peu différent, un discours un peu différent aussi. Et finalement, j'ai gardé des contacts encore de nos jours. Il y a des gens qui nous suivent encore de cette période sur Internet, qui me demandent des questions. Il n'y a pas longtemps, un ami qui s'appelle Kurt, qui m'a envoyé des messages. Ah, j'ai un problème sur des arrêts, comment tu pourrais m'aider à travailler ça? Donc voilà, je donne toujours des petits conseils à gauche et à droite pour tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions, là, parce que je vais partir en commentaire, bien sûr. Solène me les transmettra, j'y répondrai. Donc, parce que là, on va partir dans différentes choses. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment. Comme ça, je pourrai vous répondre, que ce soit technique, que ce soit autre chose, peu importe. Mais posez des questions. Comme ça, vous aurez les réponses. Voilà. Donc, voilà tout ce qui est pour mon histoire à peu près. Donc, là, ça fait 2 ans maintenant qu'on est ici à Pfaffenhofen, en Alsace. Nous avons racheté les anciens haras nationaux. C'est un domaine de 5 hectares avec 26 box, puis 4 hectares et demi de prés. Nous avons un mountain trail qui nous permet de travailler les jeunes chevaux. Voilà, un manège, une carrière et une grande carrière en herbe de 100 mètres de long qui permet aussi de travailler les jeunes chevaux en extérieur. C'est très important pour les jeunes chevaux. Voilà. Donc, on va passer au vif du sujet. Je vais commencer à vous expliquer la vision du cheval qu'on a. Que notre méthode ne marche qu'avec notre vision. Enfin, elle peut marcher aussi avec d'autres visions, mais elle s'applique avec cette vision-là et c'est là qu'elle trouve toute sa cohérence. Donc déjà, le cheval, en premier, on le voit comme un animal social. Ça veut dire que le cheval est un animal qui vit en groupe. Ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'à la préhistoire, il y a très 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 longtemps, quand le cheval mesurait la taille d'un renard, il vivait en forêt et tout seul. À partir du moment où il a vécu en plaine, il s'est mis à vivre en groupe et l'évolution l'a fait continuer ce comportement-là. C'est un comportement pour se protéger, effectivement. Hein. Plusieurs yeux valent mieux qu'une paire d'yeux quand on est tout seul au milieu de la plaine. Donc, c'est un animal social. Ça veut dire aussi que pour vivre en groupe, il y a certainement des relations sociales, des relations de groupe qui existent, des relations hiérarchiques. Donc, ce qui veut dire aussi que le cheval et les chevaux, entre eux, peuvent communiquer d'une certaine façon. Donc, ils communiquent de beaucoup de façons différentes, mais surtout par le langage corporel. Il y a aussi les odeurs, les phéromones, etc. Le langage corporel, ça, c'est très important pour nous, dans notre travail, d'étudier le langage corporel du cheval. Donc, voilà, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Dans la nature, donc, comme ils ont ces relations sociales, il y a toujours un leader, une hiérarchie, etc. Alors, la hiérarchie est assez stable en général dans un troupeau de chevaux, mais le leadership peut changer. Leadership, ça veut dire celui qui est suivi. Il peut y avoir le leadership de la jument dominante qui emmène le troupeau d'un endroit à un autre, le leadership de l'étalon à un moment donné, en cas de danger, il va prendre la protection du troupeau. Le leadership opportuniste, que des exemples, hein, avec le cheval en bas de hiérarchie qui va trouver un endroit où l'herbe est peut-être un peu meilleure dans un coin, qui va
faire suivre les autres. Enfin, les autres vont venir manger au même endroit. Donc là, on voit que le leadership peut évoluer au sein de la même journée, au sein du troupeau. Alors bien sûr, ce n'est pas une évolution, c'est pas quelque chose qui va durer. C'est de courte durée, mais voilà, le leadership évolue. Et donc ça, c'est à connaître, il faut le savoir, parce que si le leadership évolue, c'est que les chevaux peuvent vous voir un jour comme un leader, peut-être 5 minutes après, peut-être pas. Et voilà, donc il faut travailler en ce sens, qu'ils vous acceptent comme leader incontesté. Voilà. Alors, dans notre vision du cheval aussi, on va parler de comportement naturel. Là aussi, le comportement naturel du cheval duquel on parle, c'est le cheval du 21e siècle, c'est-à-dire le cheval domestiqué. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les chevaux sauvages, les ancêtres de nos chevaux, étaient totalement différents de nos chevaux. Sans être pour autant très différents, mais ils étaient quand même différents. Il y a de grandes différences, hein, notamment au niveau de l'agressivité, notamment au niveau de la sensibilité, de la résistance aux intempéries, etc. Ils avaient des couleurs différentes. Voilà, pourquoi c'est la sélection qui a fait ça. Parce que tout simplement, il ne faut pas se leurrer, le cheval étant le dernier animal à être domestiqué, nos ancêtres savaient domestiquer. Donc ils ont domestiqué des cochons, ils ont des sangliers qui ont donné des cochons, des vaches, tous les animaux domestiques qu'on connaît. Et donc pour choisir les meilleurs chevaux à domestiquer, bien entendu, ils n'ont pas pris les plus difficiles. Une fois qu'ils les avaient capturés, ils ont essayé, ils ont domestiqué ceux qui étaient le plus faciles à manipuler, qui se plus facilement rapprocher et les plus agressifs, et les ont laissés sortir. Alors agressif, quand je parle d'agressif, c'est d'agressivité entre les chevaux, pas nécessairement vis-à-vis de l'humain, hein, c'est entre les chevaux que nos ancêtres sauvages, c'est toutes les études qui le démontrent, étaient beaucoup plus agressifs que nos chevaux domestiques. Donc, ce qui fait que aussi dans notre vision du cheval, on va exclure, comment on pourrait dire ça, la notion de proie-prédateur. Okay, nous, prédateurs, cheval-proie. Donc ça, on l'exclut, puisque quelque part, nos chevaux, même s'ils ont gardé de l'instinct, n'ont pas vécu dans la steppe, n'ont pas connu le lion mangeur de chevaux, etc. Donc il y a une évolution due à la domestication. On va plutôt partir du principe que le cheval est un animal de fuite. C'est-à-dire quand il a peur, il y a un phénomène inné qui se déclenche, c'est la fuite. Ça, c'est à tenir compte. Ça, il l'a gardé de ses ancêtres sauvages. Donc le cheval fuit sans regarder, sans se poser de questions, et à ce moment-là, il part, et c'est ce qui peut rendre un cheval dangereux, parce qu'il peut partir d'un seul coup, très vite, pour une raison X, Y, un oiseau qui passe derrière lui, ou je ne sais pas, un bruit suspect. Et voilà, on part et on réfléchit après. Et donc, tout notre travail sera en fait de travailler sur les seuils de peur, augmenter les seuils auxquels le cheval prend peur. Donc, on va l'habituer à des bruits, on va l'habituer à plein de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon équestre, on entend parler de désensibilisation, mais en jargon scientifique, ça s'appellerait plutôt une habituation. Voilà, c'est la même chose. Alors, voilà, pour ça, si on parle de l'un ou de l'autre, sachez que c'est la même chose. Désensibilisation, c'est l'habituation. En langage scientifique, on ne parle pas de désensibilisation, parce que s'il faut une désensibilisation, c'est qu'il y a eu une sensibilisation avant. Voilà, donc c'est juste de la sémantique, en fait, hein. Voilà, donc pour travailler avec nos chevaux, ce qui est important, une fois qu'on a emmagasiné tout ça, donc comme je disais tout à l'heure, on va utiliser le langage corporel. Donc, on va déjà utiliser le langage corporel du cheval. Donc, il faut l'apprendre. Il faut apprendre le cheval, il faut apprendre le langage corporel pour pouvoir ensuite l'utiliser pour communiquer avec son cheval. On va utiliser, c'est-à-dire en utilisant le langage corporel, on va utiliser le langage qu'un cheval aurait avec un autre. Hein, on ne va pas partir du cheval qu'on a en face de nous et dire voilà, lui il fait comme ça. Non, moi j'utilise le langage corporel d'un cheval dans la limite de ce que mon corps me permet, effectivement. Hein, je ne peux pas rentrer et faire des mimiques de chevaux, je ne peux pas coucher mes oreilles par exemple, etc. Donc, tout ça, non, mais on va utiliser, on va essayer de connaître ce langage corporel pour l'utiliser pour faire autre chose. Hein, parce que le langage corporel du cheval va quand même lui traduire ses émotions, et du coup, c'est intéressant de les déceler, de travailler et de l'utiliser régulièrement.
Ok, donc ensuite, dans l'utilisation du langage corporel, on va chercher les signes de décontraction. Hein, ça, c'est très important dans tout ce qu'on travaille. Il faut voir les signes de contraction. On en connaît 5. Le cheval, par exemple, a les yeux qui clignent, là, il se décontracte, l'encolure qui descend, le soupir, le postérieur qui se relève. Tout ça sont des signes de décontraction qu'on va essayer de voir dans le travail et de passer aux étapes suivantes quand on obtient au moins un des signes de décontraction. Voilà, par exemple, quand je travaille en liberté dans un rond, je suis entré en communication avec mon cheval. Je vais le lâcher dans le rond, je vais travailler, je vais le mettre en mouvement. On verra tout à l'heure cette problématique. Et je ne vais pas le chasser. Je vais lui faire comprendre que finalement, je le comprends et que je peux travailler avec lui. C'est-à-dire que je vais l'envoyer en avant. Ensuite, je vais tout doucement me tourner vers l'arrière, vers sa queue, en le regardant pour lui faire comprendre. Et voilà, je ne te pousse pas tout le temps, il va ralentir. Quand il ralentit, je le laisse ralentir. Je le repousse en me tournant vers ses épaules, il va réaccélérer et ainsi de suite. Donc le cheval va se dire, ah bah lui, il me comprend. Là, on arrive à se comprendre, on arrive à faire des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'on va évoluer dans le travail avec le cheval et avoir une relation qui se crée pour ensuite arriver à un leadership inspirant. Voilà. Alors, notre différence par rapport à ce qu'on appelle éthologie dans notre travail, c'est que nous, dans notre travail, on va mettre le cheval au centre de la relation humain-cheval. Donc, c'est-à-dire que donc, on travaille le langage corporel, on met l'humain au centre de la relation, l'humain va apprendre le langage corporel, va l'utiliser pour travailler avec lui, mais quelque part, on le fait pour un but. Et quel est ce but? C'est de pouvoir utiliser le cheval de la façon dont on veut, saut d'obstacles, randonnée, balade, créer une harmonie, une relation avec le cheval, ça peut être un but aussi. Mais notre horsemanship, notre façon de faire, n'est pas une fin en soi, c'est une philosophie par laquelle on peut travailler avec un cheval qui nous comprend. Et nous comprenons le cheval. Donc, ça facilite les choses. Mais le but, c'est quand même de travailler pour obtenir et pour apprendre au cheval à faire des choses de tous les jours. À monter dans un banc, à galoper dans la prairie, à sauter un obstacle, à faire une épaule en dents, ou peu importe ce qu'on veut faire, il faut qu'on puisse le faire. Okay, et c'est aussi une méthode de travail qui va amener de la sécurité. Parce que quoi qu'on en dise, même si on met le cheval au centre de notre relation, l'humain est quand même prioritaire. Il ne faut pas qu'un cheval puisse botter un humain, qu'il ait une jambe cassée, etc. Non, ça, c'est à proscrire. Donc, par cette méthode, on proscrit ça. Mais voilà, ça, c'est très important. Dans beaucoup de méthodes, on n'en tient pas compte. On met le cheval au centre et toujours le cheval au centre. Et l'humain doit quand même rester maître de la situation. Voilà. L'autre différence, ça pourrait être aussi par rapport aux méthodes traditionnelles. Donc, par rapport à une méthode traditionnelle, notre différence est simple, c'est qu'on va utiliser un maximum le langage corporel. C'est qu'on va mettre le cheval dans un confort de travail. Hein, on va avoir le moins de contact possible dans les rênes quand on fait du dressage en équitation classique, etc. Voilà, on va travailler dans ce sens-là, confort, inconfort, langage corporel pour que les chevaux, justement, soient à l'aise avec nous. Hein. Il faut que le cheval pense que quand il est vers moi, c'est la passe la plus confortable qu'il peut avoir à ce moment. Voilà. Donc, en fait, quelque part, si on peut prendre une métaphore, on va dire que pour nous, le cheval, c'est pas une licorne arc-en-ciel, c'est un cheval qui fait 500 kilos, qui a une volonté à lui et avec lequel on peut entrer en communication pour faire de belles choses ensemble. Le but, c'est ça, arriver quelque part ensemble. Okay, parce qu'un couple cavalier-cheval, c'est 3 personnes. Un homme ou une femme, un cheval et le couple. Le but, c'est d'arriver ensemble en bon état de santé quelque part. Voilà. Alors, l'important de notre méthode, c'est qu'elle doit être reproductive. On peut la refaire tout le temps. Quel que soit en fait ce que vous voulez faire. Que vous voulez faire du travail en liberté, vous voulez faire du travail en longe, vous voulez faire du travail à cheval ou en main, cette méthode doit être reproductive. Vous devez reproduire la même chose dans ces 4 travaux-là. C'est la base de notre méthode.
OK. Ensuite, quel que soit votre niveau d'exigence, vous pouvez être débutant, vous pouvez être confirmé, vous pouvez être intermédiaire, vous pouvez être professionnel dans notre méthode. Elle doit être reproductive, vous pouvez pouvoir faire exactement la même chose. Ce qui compte, c'est que vous ayez un niveau de relation qui évolue. Hein, on va commencer par créer une relation de friendship. Une relation, c'est-à-dire qu'on va être amis avec le cheval. On va créer une espèce d'amitié avec le cheval avant de créer le partnership. Partnership, c'est devenir partenaire. Quand on est partenaire de son cheval, ben, on va essayer de faire des choses ensemble pour arriver à faire un leadership convaincant. Troisième phase. Donc, on va essayer de convaincre le cheval plutôt que de le contraindre pour faire des choses ensemble. Et ensuite, pour terminer, on va essayer d'être inspirant. On va être le leadership inspirant, c'est-à-dire que le cheval va nous suivre de son plein gré quand on va vouloir aller quelque part. Voilà, on va d'un endroit à l'autre, le cheval nous suit et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà, les chevaux commencent à rentrer, on va encore en attendre 2-3 pour les démonstrations de tout à l'heure. Voilà. Là, je vais vous donner un exemple de travail. On va par exemple partir du travail en liberté pour faire un exemple sur notre méthode de travail. Donc le travail en liberté dans un rond de long. Ok, je suis débutant. Quelles sont les différentes phases de travail pour avoir justement cette relation évolutive? Donc, dans un premier temps, le cheval est dans le rond, je suis dans le rond tout seul, on est ensemble. Je vais essayer de demander le mouvement. Je vais demander le mouvement au cheval. Il faut qu'il se mette en avant tranquillement. Donc là, on va essayer de presque un jeu avec le cheval. Donc c'est le friendship. On devient amis. Ok, on rentre en relation, on rentre en communication. Ensuite, le partnership. Demander le mouvement. Voilà, notre partnership. Ensuite, on a le leadership convaincant. Ok, je vais le convaincre, donc je vais lui demander un mouvement, une allure et un arrêt. Donc, je vais convaincre que c'est bien pour lui de faire ça. Donc, il va le faire tranquillement, à son rythme. Et ensuite, on va terminer par le leadership inspirant. Donc là, on va mettre le mouvement, mettre l'allure, on va mettre changer de direction vers l'intérieur. Là, on l'inspire, on est inspirant, il vient vers nous pour pouvoir effectivement partir dans l'autre sens. Dans notre travail dans le rond de longe, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne fait jamais tourner les chevaux vers l'extérieur car ça fait monter de stress, ça fait beaucoup monter le stress chez les chevaux. Ça, c'est une étude aux États-Unis, de l'Université du Colorado qui a démontré ça. Quand on fait tourner les chevaux vers l'extérieur dans le travail en liberté, on monte le stress au maximum de ce que le cheval peut encaisser. Alors qu'en les faisant tourner vers l'intérieur, c'est par aspiration, on rentre en communication, c'est-à-dire viens vers moi, ce sera confortable, etc. Voilà. On a 4 degrés d'action. D'accord? C'est-à-dire qu'en un premier temps, par exemple, pour mettre mon cheval en avant, 4 degrés d'action, premier degré d'action, je suggère d'aller en avant, c'est-à-dire que je le regarde dans les yeux. Ça, c'est ce à quoi il faut arriver. Le travail, il sert à ça. Tout le reste sert à ce que, en fait, on avance par suggestion. Je te regarde dans les yeux, tu avances. Bien entendu, quand un cheval débute, ça ne va pas être possible. Mais au fur et à mesure des séances, c'est comme ça qu'on va travailler. Ensuite, une fois qu'on a suggéré, on va demander. Donc, c'est-à-dire que si le cheval n'avance pas, je vais tendre ma main dans la direction, tendre le doigt, je dis, c'est par là qu'il faut que tu ailles, il faut que tu y ailles. Voilà, c'est mieux que tu y ailles. Voilà, donc on montre la direction. Ensuite, on va insister. Si on n'a toujours pas obtenu de déplacement, on insiste. À ce moment-là, je me déplace vers les épaules du cheval. D'accord? Et ensuite, si on n'a toujours pas obtenu de mouvement, ben là, on va l'imposer. Hein? Donc, il faut imposer alors sur le moment, puisque celui qui va être le leader, c'est celui qui fait bouger l'autre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein? Celui qui impose le mouvement est celui qui va être le leader. Donc, à ce moment-là, on va lever le stick. Ça ne suffit pas, on va le taper par terre. Et même en le tapant très fort par terre, ça fait beaucoup de bruit. Les chevaux partent. Hein? C'est très, très, très rare qu'ils ne partent pas. D'ailleurs, je n'ai jamais vu qu'ils ne partaient pas si on tapait par terre quand on rentre en relation avec un cheval. Donc, voilà. Mais le but est de ne pas en arrêter. C'est pour ça que c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, comme on peut voir, c'est 4 partout. 4 niveaux. Débutant,
intermédiaire, confirmé, pro. Okay, 4 degrés d'action, suggérer, demander, insister, imposer. Voilà. 4 types de relations, friendship, partnership, leadership convaincant et leadership inspirant. Donc voilà, ça c'est la méthode. On utilise le chiffre 4 dans... tout à l'heure, quand je vais me mettre à cheval, je vous montrerai que je peux y arriver à... j'arriverai à faire avancer mon cheval en utilisant la même chose, suggérer, etc. Demander, convaincre et imposer, si jamais il ne veut pas. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, qui étaient assez claires, beaucoup de théorie. Mais là, on va passer à la suite, qui est l'utilisation de l'équipement. Alors, l'équipement. La question est, quelle est la méthode de reconversion? Alors, c'est-à-dire reconversion de quoi? D'un cheval normal en... Je ne comprends pas la question. Méthode de reconversion. Alors, si la personne qui a posé la question veut bien préciser, que je puisse répondre. Alors, je pense que c'est peut-être de passer d'une méthode traditionnelle à une méthode de horsemanship. Donc, c'est simple, hein, il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut suivre un programme, il faut se fixer un but. Ah. Ah, voilà. Ah, ça, c'est une très bonne question. Oui, ça, c'est bien. Donc, alors la question, c'est, oui, c'est, j'ai un cheval de course, un trotteur, et je veux le reconvertir en cheval de loisir. Voilà. Comment je vais faire ça? Alors, ben, il y aura automatiquement beaucoup de travail en main, beaucoup de travail aussi en liberté, du travail à longe et du travail monté, bien entendu. On débutera par du travail en main. Le travail en liberté, c'est bien, mais tout le monde n'a pas de rond pour pouvoir travailler en liberté. Donc, on peut reproduire, nous, dans notre méthode, en longe, on fait exactement la même chose qu'en liberté. Hein, voilà. Comment le travailler? Ben, déjà, il faut rentrer en relation avec ces chevaux. C'est des chevaux souvent qui ont quand même pas souffert, ça c'est un grand mot, mais qui ont quand même eu un vécu qui est difficile, hein, les chevaux de course. Donc, il faut rentrer et créer cette relation. Donc, le truc, c'est qu'il faut faire ça. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Vers moi, c'est confortable. Si tu es un peu plus loin de moi, ça l'est moins. Mais par contre, si tu es trop près de moi, c'est pas confortable non plus. Donc, tout ça, ce sont des exercices qu'on peut faire. Alors, ils feront tous l'objet de conférences ultérieures. Et sur ce genre de thème, on pourra travailler. Donc là, je travaillerai qu'avec des chevaux pour vous montrer. Hein. Aujourd'hui, c'est une présentation. Donc, dans ce cas-là, donc travailler le confort vers moi. Vers moi, c'est confortable. Pareil pour à cheval. Il va falloir réduire les allures, surtout au trot. Donc, il va falloir faire comprendre que donc faut travailler sur des grands espaces avec le laisser prendre de la vitesse. Quand il prend de la vitesse, il faut réduire cette vitesse sur des cercles progressifs, en fermant progressivement le cercle comme sur une spirale, en utilisant son assiette, en se mettant bien dans sa assiette. Ça, c'est des petits exercices qui sont faciles à faire. Ça demande beaucoup de temps, mais c'est pas compliqué à faire. Voilà. Donc, l'autre question, je vais venir à mon équipement. Donc, l'équipement. Alors, l'équipement de base, pour commencer, on utilise un licol pour le travail à pied. Donc, nous, on a des licols en corde. Voilà, avec, là, on les voit peut-être bien, avec 4 nœuds devant. Voilà. Alors, on nous dit, ah, mais pourquoi 4 nœuds? Ben, tout simplement, vous verrez tout à l'heure sur un cheval, quand on a un licol à 4 nœuds, ça maintient la stabilité. Ça permet aussi d'avoir de réduire les pressions qu'on va effectuer sur le cheval. Vous verrez tout à l'heure, on va travailler avec tout type de chevaux. On peut aussi travailler avec des chevaux de trait, avec des demi-traits, avec tout ce qu'on voulait. Mais si vous avez des chevaux qui sont un peu lourds, un peu sur les épaules, et que vous voulez les ramener vers vous et qui résistent, si vous avez des licols plats, il va falloir mettre beaucoup plus d'action que sur un licol comme ça, où là, on peut juste jouer sur les doigts. Ensuite, on a la longe. Là, c'est une longe de 4,10 m. Hein, pourquoi 4,10 m? Parce qu'il y en a qui ont des longes de 3,70 m, donc ça c'est au choix. Nous, je préfère 4,10 m parce que ça permet aussi bien de travailler à pied à côté de mon cheval qu'un petit peu en longe sur des cercles. D'accord. Si je travaille sur des grands cercles, on utilise une autre longe qui, elle, fait 7 mètres, hein, 7 mètres de chaque côté, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les longes. Ensuite, on a des sticks. Donc, pour la mise en avant, voilà, un stick, hein, il fait 1,20 m.
où on peut enlever la ficelle si possible. Ça, c'est pour travailler en liberté ou en ronde longe surtout. J'utilise le plus souvent cette taille-là. J'en ai aussi des plus grands que j'utilise rarement parce qu'ils sont un peu plus lourds et c'est surtout quand on est en liberté dans le rond avec des chevaux qui ne veulent pas avancer du tout. Ça nous évite de moins se déplacer parce que si on fait plusieurs chevaux par jour et qu'on doit courir après 10 chevaux, le soir on est bien fatigué. Donc ça permet de bouger un petit peu moins, mais ça c'est un confort personnel. Voilà, et ensuite celui-là que j'aime bien. Alors, c'est mon stick à foulard. Donc là, on peut, c'est un stick de dressage tout simple, hein, avec un petit chiffon au bout qui permet de jouer pour des habituations, des sensibilisations si vous voulez, pour pousser le cheval, pour même monter, parce que là on peut y aller, ça fait pas mal, hein, il y a des chevaux, quand ils veulent pas avancer, ben voilà, on peut faire des petites actions comme ça, pousser les hanches, les épaules, etc. Voilà, qui est du matériel là. Chevaux. Il y a des chevaux qu'on commence, les chevaux western, on aime bien les commencer au Bosal. Alors, tout dépend, il faut aussi commencer en mort. Mais le Bosal, c'est très bien parce que les jeunes chevaux, ils font leurs dents, on met ça, il n'y a rien dans la bouche. Donc ça, c'est en accord avec les propriétaires. Est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent pas? S'ils veulent bien, on utilise le Bosal. L'avantage du Bosal, c'est que vous avez la pièce qui est sur le nez, hein, c'est ça le Bosal en fait. L'ensemble, c'est ce qu'on appelle un haka-mort. Le vrai nom, c'est ça. Alors, bien sûr, ce n'est pas des haka-morts mécaniques. Voilà, avec des rênes fermées et une longe. Alors la longe, ça permet par exemple, quand on a préparé son cheval, on l'a scellé, qu'il est jeune, on peut très bien le faire tourner un petit peu autour de soi, travailler hanche, épaule, transition, pour avoir le contrôle avant de monter dessus, ce que j'aime bien faire sur les jeunes chevaux, pas monter directement dessus. Hein. C'est comme un pilote d'avion, il va voir si tout fonctionne dans l'avion avant de décoller. Ben, nous, on va voir si tout fonctionne chez le cheval, si j'ai mon leadership, etc., avant de monter dessus, pour éviter justement des accidents ou un cheval qui n'est pas à l'aise avec moi sur son dos. Pour les chevaux classiques ou les chevaux qui ne veulent pas utiliser le Bosal, on va utiliser un filet à aiguille pour commencer. Filet à aiguille, ça c'est plutôt pour western. Voilà, filet à aiguille. Alors, tous mes filets, ce que j'aime bien, c'est des roulettes. Permettent de jouer avec la langue. Ça, les chevaux, ils jouent beaucoup et ça roule. Je trouve ça sympa. Donc là, pareil, jeunes chevaux, 3 rênes. Voilà, toujours le même principe. Des rênes fermées, une longe, permet de travailler sur des cercles aux 2 mains, au pas et au petit trot. Voilà. Ensuite, on évolue. Quand on a fini ce mort-là, on passe un mort. Comme ça, on appelle ça mort à anneau en D. Ça, c'est pour le western, l'équitation western. Les chevaux ne doivent pas avoir de contact en équitation western. Hein. C'est-à-dire qu'on doit travailler les chevaux rassemblés, des chevaux tendus, sans contact. C'est pour ça que les morts sont un peu plus fins, pour éviter que les chevaux se posent. Si un cheval se pose sur le mort, ben, on n'aura pas le même rendu. Ça, c'est pour l'équitation classique. Voilà. Où on utilise alors ce type-là, qui sont un peu plus épais, et toujours pareil, avec une roulette, rêne fermée. Ça, on appelle des slobber bars, c'est des morceaux de cuir qui permettent de mettre des rênes fermées. Alors sur celui-là, il n'y a pas 3 rênes, parce que c'est déjà un filet pour un cheval un peu mieux dressé, un peu plus âgé. D'accord? Voilà. Ensuite, on peut passer en équitation western à la bride. Donc, pour ceux qui font des compétitions, après 6 ans, il faut des brides. Donc, quand on est en Bosal, comme je l'ai montré tout à l'heure, on monte en Bosal plus une bride. Si on est en mort de filet, on passe directement à la bride. Donc là, la bride, pareil, double brisure. Voilà. Une roulette qui tourne. Voilà, toujours pareil. Alors, pourquoi double brisure? Alors, vous avez remarqué que tous nos filets sont en double brisure. Parce que si on a des simples brisures, ça peut pincer. Et la langue et le palais, et donc c'est pas très agréable pour le cheval. Donc double brisure permet de mieux épouser la forme de la bouche, et quelle que soit la forme de la bouche, on a à peu près la bonne forme qui convient. Voilà pour le matériel. Donc en ce qui concerne le matériel, si vous avez des sticks, des longes, des machins, etc., n'oubliez pas une chose, qu'il ne faut pas être esclave de son matériel. Vous pouvez très bien avoir votre propre matériel. Vous pouvez très bien travailler sans stick. Ça, c'est au choix. D'accord? Mais surtout, ne dites pas, j'ai vu faire ça avec un stick, je fais avec un stick. Non, ce n'est pas obligatoire. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi et comment. Voilà. Y a-t-il des questions
sur le matériel. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, parce que là, je vais commencer à prendre des chevaux et je vais vous montrer. Donc, quand j'ai les chevaux en main ou à cheval, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, sur la fourniture. Il y a des fournisseurs. Alors ça doit être un Partrad. Ça, c'est la marque. Donc, nous, on est revendeurs, donc on peut en avoir pour nous ou pour nos clients qui sont ici. Mais ouais, il y a Partrad. Ça, c'est une bonne marque. Metalab. C'est des bonnes marques de morts. Alors, aussi, les questions aussi qu'on m'a souvent posées, c'est que certaines brides ou certains morts de brides, donc ceux-là, ils sont en inox, vous voyez, ils sont bien gris, mais il y en a d'autres qui sont en fer et qui rouillent. Vous dites, ah, c'est dégueu, j'ai acheté un truc tout neuf, c'est tout rouillé. Non, maintenant, c'est fait exprès, en fait. Hein. C'est que la salive va faire rouiller, la rouille va décontracter le cheval. Voilà. Comment on règle le bosal? Ah, tout à l'heure, on va vous le montrer sur Ice. Alors, le bosal, il faut que ce soit réglé assez haut. Il ne faut pas que ce soit trop bas. Il ne faut pas qu'il repose sur le cartilage. Donc, à peu près 2 doigts de l'apophyse zygomatique, il faut qu'il passe. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure chaque cheval. Donc, je vais prendre en main. Je vais vous faire un petit peu un topo de réglage. Donc, justement, on a un cheval en bosal qui est en train de se détendre que je vais monter tout à l'heure. Oui. Comment choisir les morts de brides de leurs différentes actions? Il y a, comment on pourrait dire ça? Il y a 2 grands types de différences. Il y a déjà les différences de longueur, hein, de branches. Plus c'est long, plus c'est sévère. Okay, c'est aussi le rapport entre la partie haute et la partie basse. Voilà. Il y a le rapport entre la partie haute et la partie basse. D'accord. Plus c'est différent, plus ça va être sévère. Il y a d'autres morts de bride où la branche part au-dessus de l'embouchure, qui permet d'avoir une branche qui tourne sans l'attache du filet. Parce que là, quand ça tourne, on voit bien, hein, c'est articulé dans tous les sens, on voit bien que la branche et l'attache du filet tournent. C'est la limite du mort de bride. Très attention avec ça, parce que on peut pas, en mort de bride, vous ne pouvez pas faire de rêne d'ouverture comme en filet. C'est-à-dire, on ne peut pas écarter la main, il faut la lever, parce que sinon, ça se tourne et ça peut faire mal au cheval. Okay, une autre question qu'on va souvent poser, c'est quand est-ce que je passe en bride? En fait, plus le cheval est dressé, plus le mort peut être sévère, si on veut, hein, entre guillemets. Moins le cheval est dressé, plus le mort doit être doux. Parce que si vous mettez un mort trop sévère sur un cheval pas dressé, il va se défendre, il va se battre et vous n'allez rien obtenir. Alors que si vous continuez à travailler, vous le dressez, il est très bien en mort de filet, vous avez des flexions, il cède, il se rassemble, vous avez des déplacements latéraux, vous avez tout. Quand vous passez au mort de bride, c'est juste pour pouvoir passer à une main et diriger votre cheval à une main. C'est pas pour avoir plus ou moins d'action. C'est juste passer à une main. Donc, il faut être très vigilant avec ça. Souvent, on me dit, oh, je n'arrive pas à l'arrêter, je vais lui mettre une bride dans la bouche. Ah, alors là, c'est encore pire. Ouais. Pas de jour de Londres et qui travaille dans son paddock, faut-il mieux que son paddock fasse mieux de l'autre? Ouais, la deuxième chose. Alors, la question, c'est, est-il judicieux de travailler, si on n'a pas de rond de longe, est-il judicieux de travailler son cheval dans son paddock? Non, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Au paddock, il y a de l'herbe, il est là pour manger, il y a peut-être même des copains. Non, tous ceux qui ont fait ça ont tous eu des problèmes à un moment donné. Alors, il y a des choses qu'on peut travailler au paddock, bien entendu, hein, quand par exemple les chevaux ont l'instinct grégaire trop développé, qui se collent les uns les autres. Donc là, on peut travailler ça au paddock. Mais pour un travail normal, un travail comme on a vu tout à l'heure, ou qu'on verra après, partnership, friendship, etc., il vaut mieux l'éviter. On peut le faire si on veut effectivement séparer le cheval de ses congénères. Donc là, il y a des exercices qu'on peut faire effectivement pour qu'ils nous acceptent nous comme leaders et moins ses congénères. Oui, ça c'est un travail particulier. Mais pour le travail monter par exemple, avancer, arrêter, tourner, ouais, non, je vois pas trop l'intérêt. Le paddock, c'est plutôt là pour manger, pour se détendre. Voilà. Après, tout le monde n'a pas de rond de longe. Donc, effectivement, c'est pour ça que nous, on a développé, dans notre méthode, on a développé tout ce qu'on fait dans le rond, on peut le faire à la longe. La longe de 7 mètres, elle sert à ça, en fait. Donc là, on peut travailler effectivement dans un manège, dans une carrière, dans un pré, un champ, où vous voulez. Après, nous, pour
le travail des chevaux, dans notre méthode, je sais pas, vous avez peut-être vu des vidéos, on travaille très bien au manège, on travaille aussi bien dans la carrière, on travaille à l'extérieur. On peut travailler, nous on a un grand pré qu'on garde que pour ça, avec des arbres sur le bord, ça fait 100 mètres de long, 50 mètres de large, il me semble. Bon, là, on peut travailler les allures, la régularité, l'équilibre. On peut se servir des arbres pour tourner autour. Quand on n'a pas ça, on peut aller en balade. On fait aussi des balades de travail, ça nous est déjà arrivé. Donc là, maintenant, c'est la bonne saison. Ils ont fait le blé, ils ont fait l'orge. Il y a des rumbalères partout. Bah là, là, c'est génial. On est en groupe, on s'étale sur un champ comme ça, qui parfois sont très grands, et on tourne chacun autour d'un autre truc. Et puis après, on se rejoint et on repart, etc. Donc là, on travaille beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, la concentration. Il faut qu'il se sépare des copains, il faut qu'il revienne vers les copains, il faut qu'il se sépare. Donc il faut qu'il se sente à l'aise avec son cavalier. Voilà. De ce qui est pour le leadership, pour le travail en extérieur. Une chose que je ne vous ai pas dite aussi dans la relation cavalier-cheval, ça vient juste me venir à l'esprit, c'est que au niveau du leadership, hein, il ne faut pas hésiter à créer ce leadership. Pas souvent on dit oh mon pauvre cheval, mon pauvre doudou, oh, j'ose pas le faire tourner, le pousser, etc. Non, non, il faut, enfin à mon avis, moi je conseille de toujours les mettre en avant. C'est celui qui met en avant, celui qui crée le mouvement qui va devenir le leader. Hein. Ils ne réagissent pas du tout comme nous. C'est-à-dire que vous avez deux personnes, par exemple, qui veulent avoir un job qui se libère ou une place qui se libère dans une entreprise. On se bat pour l'avoir, pas physiquement bien entendu, mais on rend les meilleurs dossiers, on fait les meilleures pièces, on fait tout ce qu'on peut pour avoir cette promotion dans cette entreprise-là. Donc, mon collègue, il l'a eu, pas moi. Ah ben là, je vais être vexé, je vais être fâché, j'ai pu tout ça pour rien. Maintenant, c'est lui qui l'a, il va gagner plus d'argent. Moi, je le voulais, j'avais besoin d'argent. Enfin, bref. Donc là, on est déçu. Chez les chevaux, c'est tout à fait l'inverse. Vous avez deux chevaux qui vont se battre, enfin, pas nécessairement physiquement, ou ça peut en arriver physiquement aussi, hein, qui vont vouloir prendre une place de leader dans le groupe. Donc, il y en a un qui gagne et un qui perd. Celui qui gagne, il va être content. Ah, j'ai gagné, c'est moi le chef. Et celui qui a perdu, bah, c'est là que ça change. Lui, il ne va pas être déçu nécessairement. Il va se dire, oh, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fort que moi, en qui je peux placer ma confiance. Donc, si vous arrivez à mettre votre cheval en avant, si vous créez toute cette relation-là, c'est pour développer la confiance avec votre cheval. Ça, c'est très, très, très important. Et attention à une chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'anthropomorphisme. Parce que l'anthropomorphisme, c'est prêter au cheval des comportements humains ou des pensées humaines. Voilà, en faisant des bisous, mon cheval fait des bisous, j'ai entendu ça, je l'ai lu, je lis beaucoup de commentaires, bon, je ne réponds pas nécessairement. Un cheval ne sait pas ce que c'est un bisou. Un cheval ne va pas faire un bisou. Si un cheval se rapproche de la tête de quelqu'un en mettant les lèvres en avant, c'est pour sentir, puisque le cheval communique aussi par l'odorat, par les phéromones. On sait très bien que quand quelqu'un a peur, il va dégager une odeur. Quand quelqu'un est en confiance, il va dégager une autre odeur, etc. Donc ça, le cheval, il essaye de le déterminer. Nous, on en est complètement incapable. Mais lui, c'est ça. Et quand il vient vers vous, c'est pour vous sentir, pas nécessairement faire un bisou, puisque dans son comportement, ça n'existe pas. Après, il y a des comportements de toilettage mutuel. Ça, c'est encore autre chose. Pas confondre non plus. C'est quand ils peuvent aussi venir vers vous pour vous gratouiller et demander des gratouilles. Alors ça, l'autoriser ou pas, moi je l'autorise sur invitation. C'est moi qui invite à faire un toilettage, à faire un grattage. Puisque je veux rester le leader, c'est moi qui détermine. Si on les laisse venir trop souvent et rentrer dans notre bulle, ben, le leadership peut être corrompu. Hein, parce que ce que les chevaux ne supportent pas, c'est l'ambiguïté. Quand on est ambigu dans ce qu'on demande, c'est-à-dire un jour on demande ah, maintenant je te pousse, il faut que tu ailles là-bas. Le lendemain on dit oh, bah, hier il l'a bien fait, il n'aura pas besoin de le faire, tranquille. Voilà. Donc il y a ambiguïté. Est-ce qu'il doit le faire, est-ce qu'il ne doit pas le faire? Et ça, les chevaux n'aiment pas du tout. Hein, là, on crée de la crainte, on crée du stress chez les chevaux. Soyez pas ambigu. Donc tout ça, ça fera partie d'autres conférences où on travaillera là-dessus. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc maintenant, je vais prendre un cheval, je vais prendre notre ami Spartan. Alors Spartan, en passant devant la caméra, il va faire un clin d'œil à Cathy. Allez Spartan, voilà. Alors on voit, voilà, il l'a fait, il regarde. Alors Spartan, c'est un mérins de 3 ans. Voilà, je vais lui mettre un licol de travail. Hop, hop. Voilà, on va reculer un peu. Je vais lui mettre le licol et comme ça, je vais vous montrer un peu son réglage. Voilà, mettre un licol de façon sécuritaire, autre chose. Voilà, ça c'est des petits détails. On règle tout pour éviter
les accidents ou la fuite du cheval. Voilà, donc j'enlève son licol d'écurie que je lui mets autour du cou. Voilà, donc là j'ai le contrôle du cheval. Hein, même s'il voulait partir, je pourrais le prendre. Ensuite, je vais lui mettre son licol. Voilà, je veux qu'il ramène la tête vers moi tranquillement. Ok, très bien. Voilà. Allez, je lui mets. Et en même temps, je vous montrerai le réglage. Oh. Le nœud aussi. Oh. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà, on passe dans la boucle. On met le pouce. On passe derrière en englobant le pouce. Voilà. Et après, on repasse dans l'espace où il y avait le pouce. Et voilà. Là, ma boucle, elle reste au-dessus. Oh, là, je suis un peu haut. Voilà. Non, là, c'est très bien. Voilà. Donc, après, j'enlève ce licol. Travailler. Donc, voilà, je suis avec mon cheval. On va essayer de le décrypter un petit peu. Donc, s'il y en a qui voient des choses sur ce cheval, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Solène me le transmettra. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. Déjà qu'il est embêté par les mouches. Première chose. Ça, c'était plutôt facile. Voilà. Donc là, on voit, il a les yeux qui clignent en permanence, tranquillement. Donc c'est un cheval qui est décontracté. Il descend sa tête, il essaie de s'intéresser à par terre. Le sol est fraîchement hercé. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce qu'il y a des odeurs? Voilà. Il prend ses marques dans le manège. Voilà. Là, il vient de regarder les voisins, les copains qui sont derrière. Ok, voilà. Maintenant, il vient vers moi. Oui, tu peux venir. Voilà. Ok, c'est bien. Il a le droit de venir, mais il faut qu'il garde ses distances. Non, pas trop près. Voilà. Là, il continue à mâchouiller. Il est vraiment décontracté. Moi, j'ai un cheval qui est dans cet état-là. Par quoi je commence le travail en main? J'ai commencé justement par mon friendship. On va être amis. Mais comment on peut être amis? Il faut que déjà ce cheval fasse attention à moi. Donc, je vais me déplacer autour de lui. Je vais choisir un côté. Alors, on va prendre le côté gauche, parce que la caméra est là, et je me déplace. Qu'est-ce que je veux? Pas grand-chose. Je veux obtenir ses yeux. Donc là, on voit, il ne me suit pas. Il ne vient pas. Il s'est intéressé par autre chose. Donc, je vais faire des pressions sur mon licol. Hop, hop. Ah, voilà. Il va un peu plus loin. C'est pas grave. Je vais le chercher. Et je lui laisse toujours une chance de venir. Voilà. Très bien. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je continue. OK. Ça, c'est plus facile. Voilà. Oh. Alors, quoi qu'on fasse avec un cheval, donc là, je travaille de ce côté, il faut travailler de l'autre côté. Même dans le travail en liberté, dans le rond de longe, quand les chevaux vous suivent, il faut qu'ils vous suivent d'un côté, mais il faut aussi qu'ils vous suivent. Donc, il faut travailler à ce qui reste d'un côté, mais après aussi de l'autre côté. Il faut qu'ils puissent rester de l'autre côté, c'est-à-dire d'un œil, l'autre œil. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, il veut me mettre du côté du premier œil. Donc là, je dis non. Je l'ai repoussé. Voilà, viens maintenant. OK. Très bien. Voilà. Donc, au début, pour faire suivre mon cheval, je lui présente mon épaule. OK. C'est plus facile pour lui, c'est plus compréhensible. Voilà, il vient vers moi. Ah, une fois que j'ai travaillé, bon, bien sûr, ce cheval a déjà travaillé, je vais vérifier si j'ai l'attention de mon cheval. Donc, comment je vais faire? Je vais me tourner, je vais me mettre dans l'autre sens, je vais partir vers l'arrière-main, même chose. Voilà, là, il tourne. C'est bien, mais c'est pas génial. D'accord? Voilà, parce qu'il se déplace de trop de ses quatre membres. Là, il marche. J'ai son attention, mais pas plus que ça. On va essayer de l'autre côté maintenant. Voilà, là, c'est mieux. OK, on va essayer d'obtenir le déplacement des postérieurs pour qu'il puisse me faire face. Voilà, là, il a tourné, il a croisé ses postérieurs et il se remet face à moi. Position neutre, position tranquille. Voilà, ça, ce sont les premiers exercices. Hein, vers moi, c'est confortable. Loin de moi, ça ne l'est pas. On peut très bien aussi partir après comme ça, lui laisser une chance. Il vient, ben voilà, je le laisse
On peut très bien aussi travailler sur les membres. Donc là, j'ai la longe courte, donc je peux travailler que les antérieurs. Hein, c'est-à-dire vers moi, c'est confortable, loin de moi, ça l'est moins. Donc je peux attraper mon pied, le temps. Voilà. Donc c'est pas très dynamique, mais c'est pas mal. Je me déplace de nouveau. Je ne veux pas se retrouver devant. Parce que si partait en marche arrière, si je donnais un coup vers l'arrière, ça ferait mal, surtout avec les postérieurs. Toujours être de côté, éviter le couloir de fuite. Voilà, il n'y a même pas. OK. Après, les autres phases que je vais travailler à pied, c'est toujours le confort vers moi, mais trop près de moi, ça ne l'est pas. Donc là, on va travailler tout ce qui est pivot antérieur, pivot postérieur. Donc on peut travailler soit avec les mains, soit avec le licol pour lui apprendre à céder au licol, soit avec un stick. Il faut faire tout. Par exemple, je veux déplacer mon cheval. Déjà, tu vas me laisser passer. Non. Voilà. Je vais aller vers les hanches. Non. Et je veux qu'il parte des hanches. Donc je vais me focaliser sur les hanches. Voilà. Et il faut que les hanches, voilà, qu'ils se remettent dans sa position. C'est un début. Okay, il peut faire ça beaucoup mieux. On va recommencer. Si mon cheval ne venait pas maintenant, ne tournait pas les hanches, qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux exercer une pression, ici. Donc faire attention, toujours avoir la longe pas trop longue au cas où il voudrait, si on ne connaît pas le cheval, pour éviter un coup de pied. Voilà. Donc je commence simplement. Pose ma main, pression. Ensuite, je prends mes doigts. Et après, je ne prends plus qu'un doigt s'il ne veut pas. Hop, hop, hop. Voilà. Il faut qu'il cède à la pression. Il faut qu'il apprenne ça. OK. Ensuite, on peut faire ça avec le licol. On peut faire des petites flexions. Là, on voit, il tourne la tête, ça travaille la souplesse. Voilà. Là, position neutre, il ne doit pas bouger. Et ensuite, je me déplace vers l'arrière-main. Pression, pression, pression. Voilà. Si ça ne va pas, on peut s'aider avec la main. Il ne faut pas tirer trop fort. On lève un peu la main, pression, pression, hop là, voilà. Et on cède quand il se déplace. On laisse installer la distance, qu'ils comprennent qu'il a bien fait. On supprime les pressions, parce que les chevaux réagissent à la cession et pas à la pression. On recommence, pression du licol. Voilà, très bien. Donc là, en cédant relativement vite, au moindre début de réponse, on cède, les chevaux ils apprennent très vite. D'accord? Ensuite, on peut utiliser le stick. Voilà. On va aller un peu plus loin. Voilà, stick. Déplacer les hanches, position neutre, me déplace vers les hanches. Donc là, on voit, il part tout de suite. OK? Mais quelle est la différence entre ça, voilà, et ça? Là, il ne bouge pas. Théoriquement, il ne doit pas bouger. S'il bouge, je le suis. Il garde sa distance, qu'il ne vienne pas vers moi. Voilà, un petit travail qu'il va falloir qu'on continue. Voilà. Voilà. C'est la notion d'intention. D'accord? Là, j'ai l'intention de bouger. OK? Je me déplace, je me focalise sur les hanches. Hein, on voit, il continue. Bon. Et là, je n'ai pas l'intention de le bouger. Voilà. Et du coup, je vais vers l'arrière, il ne faut pas qu'il bouge. Très bien. Après, je peux même le caresser avec mon stick. Donc, n'oubliez pas de désensibiliser souvent, enfin, habituer ça souvent, ou désensibiliser là plutôt, puisqu'on l'a sensibilisé au stick, donc il faut le redésensibiliser. Voilà. OK. Et on peut passer partout avec le stick. Pareil de l'autre côté. Pareil pour les épaules. Donc, pareil, les mains. On peut y aller avec les mains. Pression des doigts. Wow. Ou pression avec le stick. Et là, il avance. Donc, quand il avance, on corrige. Alors, autre chose, dans le travail à pied, travaillez jamais avec des éperons. Là, moi, j'en ai au pied parce que c'est pour gagner du temps. Pour tout à l'heure, quand je vais monter, pas perdre trop de temps. Mais normalement, on ne travaille pas avec des éperons, ça peut être dangereux. Donc là, il avance, c'est pas ce que je veux, donc je lui fais sortir les hanches. Voilà. Maintenant, je recule pour remettre un peu d'équilibre. OK. Il avance de nouveau. On recommence. Les hanches.
Voilà. On recule. Oh. Voilà, il a tendance à venir vers moi. Il est très invasif comme cheval. Donc là, on le remet à sa place. Toujours, qu'ils ne viennent pas vous manger. Par contre, il faut qu'il fasse attention à moi. Et hop, on y va. Voilà. Au début, on laisse la distance s'installer avant de continuer. On fait un pas, ou un demi-pas, ou un tiers de pas, et ainsi de suite. Et on avance à ce que le cheval arrive à faire un tour complet. OK, pour notre notion de degré d'action. Comme tout à l'heure dans le rond, ben on va le faire ici, mettre mon cheval en mouvement. Okay, on va le faire partir face à moi. Voilà, ça c'est sa position neutre. Il doit rester face à moi. On est arrêté. Maintenant, je vais le mettre en avant. Là, je lui indique la direction. Voilà. Je vais montrer la direction. Il est parti. Il tourne au pas autour de moi, tranquillement. Ce que je fais, par contre, au pas, je veux qu'il ait la tête vers moi. Hein. Ça, c'est obligé qu'il me regarde, qu'il s'occupe de moi. Hop. Hop, voilà. Et maintenant, je vais le mettre au trot. Donc, première étape, pour le mettre au trot, hein, je regarde dans les yeux. Je tends la main. Appel de langue et je me déplace un peu. Voilà. Donc, je suis arrivé à l'étape 3. Le quatrième aurait été l'utilisation de mon stick. Voilà, là, je peux être plus sévère parce qu'il repasse au pas. Maintenant, je veux repasser au pas. Pareil, étape 1, je regarde la queue. Voilà. Je repars au trot à nouveau. Étape 1, je regarde les yeux, la main, voilà. Très bien. On va le chercher un peu parce qu'il regarde à l'extérieur. OK. Donc, on a vu que pour aller vers l'avant, pour faire avancer le cheval, je me déplace vers l'avant. Voilà, vous voyez que ça accélère. Si je me déplace vers l'arrière, en supprimant la pression, là, mon cheval, il va repasser au pas, automatiquement. Et ensuite, je peux travailler mes demi-tours de la même façon. Hanche, hanche, hanche. Voilà. Ça, c'est pas terrible. Il le sait. Voilà, encore un peu. Wow. Voilà, on corrige tout ce qui fait un peu de traviole pour garder, voilà, il est en face de moi, position neutre, je ne vois aucun pied dépassé. Voilà. Je vais le remettre en avant. Voilà. Ça, c'était le premier demi-tour. Un autre demi-tour. On va faire au pas. Bien. Comme ça. Je vais me déplacer vers lui. Non, non, non. Là, je me déplace vers lui. Je monte dans les hanches. Et les épaules. Et voilà. Ça, c'est un autre demi-tour qu'on peut faire. Oui. Comment on fait pour l'arrêter? Alors, dans notre travail, on préfère les arrêts où le cheval vous fait face. D'accord? Je suis au trot. Je veux l'arrêter. Voilà, un peu plus. Voilà. Il faut qu'il s'arrête comme ça. J'aime pas les chevaux qui s'arrêtent sur le cercle. Un cheval qui s'arrêterait comme ça, dans ce sens-là, je trouve que c'est dangereux. Il pourrait se tourner, me donner un coup de pied, alors que quand il est face à moi, je contrôle tout. Donc, je ne les fais jamais arrêter sur le cercle. Okay, voilà. OK. Voilà, d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, voilà un peu la progression du travail en longe. Donc, ça peut remplacer le travail en liberté. Donc, pareil, le langage corporel, hein, on l'étudie toujours. Voilà, ben ça c'est oui, ça c'est important. C'est des discussions qu'on a souvent. Parce que quand je vais vers l'arrière, c'est un travail mécanique. D'accord? C'est mécanique. Il faut lui apprendre. Parce que regardez, si je vais vers l'avant, hop là, le cheval il fonce, il avance. Si je vais vers l'arrière, il va ralentir. Dans la nature, les chevaux entre eux, c'est comme ça qu'ils font. Vous voyez des chevaux qui poussent les uns les autres, ils viennent sur le côté là et voilà, vous voyez? Hein, mon stick, c'est pareil, il va derrière en avant. OK? Et il y a 3 parties différentes sur mon cheval, si vous voulez. Il y a la partie avant, l'encolure. Wow. Voilà. Encolure, le corps et l'arrière-main. Voilà. Si vous avez des actions à faire avec le stick pour avancer, imagine ça ne marche pas, il faut que j'arrive au stick quand même, ben, ce serait là.
Bon, d'arrière en avant, si ça ne va pas, ben, ce sera comme ça. Voilà. OK? Et pas vers l'arrière, parce que l'arrière est faite pour déplacer les hanches, comme on peut voir ici. Voilà. Je vais vers l'arrière, il déplace les hanches. Je vais vers l'avant, il déplace les épaules. Voilà. OK? Voilà. Pourquoi on utilise cette méthode et pas l'autre méthode qui se fait de temps en temps. Bon. Voilà pour une petite information du travail à pied. On va maintenant passer à la suite. Je vais prendre un cheval qui s'appelle Iceman. Non, merci. Merci. Alors, voilà Iceman. Oh. Alors, c'est un quarter horse, 3 ans. Alors, lui, il est monté en Bosal, comme on peut voir. Bosal, sur le nez. Et là, lui, il a des rênes en crin. Alors, je vais m'approcher si vous voulez regarder ça. Hop. Voilà. Oh. Rênes en crin. Alors, les rênes en crin, ça permet, finalement, c'est assez agréable à monter ou d'utiliser. Moi, j'aime bien parce que ça peut, quand on travaille à rebrousse-poil, ça pique un peu l'encolure et on apprend relativement tôt les rênes d'encolure. Et donc, le cheval apprendra relativement rapidement à tourner avec cette rêne d'encolure. Bon, pour le passer à une main, c'est un peu plus pratique. Voilà, le réglage. On voit à peu près 2 doigts ici. Ici assez haut, et là ça peut descendre juste au-dessus du menton avec un nœud qui fait contrepoids. Bien sûr, on peut utiliser un fiador, c'est une cordelette qui tient l'ensemble, pas que ça bouge. Voilà, donc je vais me mettre à cheval sur Iceman. Alors, lui, il est en équitation western, comme on peut voir ça. Oh. Oh, 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 oh. Voilà. Les... Ben, au même moment que quand vous avez envie de mettre un filet pour travailler, c'est-à-dire que pour le débourrage, pour monter dessus, on l'aura déjà habitué au Bosal. C'est-à-dire qu'on travaille en licol, et une fois qu'on a toutes les commandes au licol, on passe au Bosal. Quand on met la selle dessus, l'étape de la selle, on met le Bosal et on travaille la même chose au Bosal qu'on a travaillé en selle, en licol. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des rênes en nylon, il y a des rênes en alpaga. On peut utiliser des cordes de voile aussi, qui sont bien, pas en coton. Bon, le coton est un peu élastique, attention. Mais ouais, on peut utiliser tout, n'importe, peu importe ce qu'on utilise. Hein. Soyez pas esclave du matériel. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Alors, les codes. Je suis à l'arrêt, je veux partir au pas. Toujours dans notre façon de faire en 4 degrés d'action. Première chose à faire pour aller au pas, je vais lui dire à mon cheval, il faut que j'aille au pas, que je vais aller au pas. Donc, je vais déjà prendre une bonne inspiration. Là, je suis assis comme ça, peinard, on discute. Voilà. Maintenant, je veux avancer. Donc, je vais me tonifier dans la selle. Inspirer, m'agrandir, avancer les mains, serrer les fesses et serrer les jambes en dernier. En laissant un peu de temps à chaque fois. On laisse le temps au cheval de réagir. Si on fait ça régulièrement, après, on n'aura plus qu'à avancer les mains et le cheval ira tout seul. Voilà. Vous voyez, les jambes ne sont même pas serrées. Par contre, après, je peux les serrer pour mettre un peu en avant. Voilà. Pour tourner. Principe là, ça change aussi de l'équitation traditionnelle. On va utiliser des incurvations. Mais ma jambe d'incurvation, elle va reculer au centre du cheval, au centre du ventre. Et l'autre jambe, elle va avancer. Donc, on voit que cette jambe ramène les épaules dans la direction. Celle-là recule, met une pression. Et le cheval, ouais, plus je pousse ici, plus il se plie. Je mets mes 2 jambes parallèles. Mon cheval va tout droit. Je tourne de l'autre côté. Regard, jambe, épaule et main en dernier. La main étant tout dernier. Ça donne ça, hop, hop. Et si mon cheval ne tourne pas, hop, je travaille juste avec ma main. Si vous voulez, ma main est déjà là pour juste ramener le bout du nez, juste faire une petite flexion. Voilà, travailler la souplesse. Voilà, comme ça. Et plus j'utilise ma jambe extérieure, plus mon cheval va tourner court. Voilà, si j'enlève ma jambe intérieure, il tourne sur place.
Voilà. On commence à faire déjà des spins. On va pas pour en faire, mais le principe, il est là. Pour l'arrêt, pareil que pour partir, à l'envers. C'est-à-dire que je vais poser mes mains, souffler, écarter mes jambes. Et s'il ne s'arrête pas, soit mon cheval connaît l'arrêt, donc à ce moment-là, je peux légèrement tendre mes rênes. Mais s'il ne connaît pas, je ne vais pas tendre mes rênes, je vais lui rendre le pas un peu moins confortable. Et donc, je vais tourner sur un cercle en lui sortant les hanches. Par exemple, wow. Le reculer. Voilà, je garde mes jambes en avant, j'engage mon bassin. Je peux jouer avec mes jambes. S'il ne recule pas, je tends mes rênes. Mais dès qu'il recule, je relâche. Je peux même tendre qu'une reine. Voilà. Voilà. Dans l'autre reine. Donc, on vient aux exercices de flexion. Toujours. Voilà. Et une fois qu'il a compris les deux reines indépendamment, on peut travailler avec les deux reines ensemble. Voilà. Et là, on obtient même un rassemblé, une session de nuque dans le reculé. Partir au trot. Là, on met un peu de jambes. Voilà. Voilà. La direction, c'est pareil. Les jambes et la main pour terminer. OK. Après, quand le cheval il évolue un peu dans le dressage, ben, on peut très bien faire des petites flexions. Voilà. On ramène le bout du nez. On travaille. L'autre reine à ce moment-là. Et hop. Et on fait voilà, du rassemblé. Et là, on sent dans la selle qu'il travaille son dos. Voilà. Voilà. Transition pas. Je vais poser mes mains. Pareil que pour l'arrêt. Poser les mains, souffler et écarter une jambe. Je vais la faire en arrivant vers vous. Vous verrez mes jambes travailler. Voilà, comme ça. Voilà, et je remets ma jambe qui ne reste pas. On remet au trot, on lui laisse une chance, voilà. Donc, quant à mes aides de l'incurvation, jambes légèrement reculées, jambes au centre, on appelle ça, jambes extérieures à la centre. En jouant avec mon poids du corps, voilà, je peux obtenir des déplacements latéraux. Hein, on peut faire, penche à l'extérieur, le cheval agrandit son cercle ou part en épaulant dedans après si on le prépare. Je mets mon poids du corps à l'intérieur, en cumulant avec mes effets de reine un peu. Voilà, j'obtiens des pivots ou des vrilles. OK ? Oh. Voilà, c'est un joli arrêt. Le cheval a descendu l'encolure, il s'est engagé et le cheval cligne des yeux. Donc ça aussi, je fais attention. Là, je vous ai montré comment faire, mais je ne vous ai pas montré le reste. C'est-à-dire que quand je travaille sur mes flexions, mes exercices ou quoi que ce soit, j'essaie d'obtenir des signes de décontraction, que ce soit un mâchouillement, relâchement de la lèvre, etc. Les yeux qui clignent. Voilà, partir de l'autre côté. Voilà, l'encolure qui descend aussi. Oh. Voilà. Oh. Voilà, là, il est en position. Je t'écoute. Il est à temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pas qu'est-ce qu'il va me demander. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une nuance là-dedans. Voilà. Et tout de suite, on place, on fait quelque chose, ça se déplace. Voilà. Des questions? Donc voilà, un cheval en Bosal. Donc j'ai tenu à vous le montrer parce que tous les chevaux ne sont pas en Bosal. Et pour vous montrer que ça marche aussi bien qu'un mort, sinon même beaucoup mieux, à mon sens, pour les jeunes chevaux. Voilà. On va le redonner à Christelle, sa propriétaire. Voilà. Merci. Là, on va travailler avec Ewok. Merci. Alors lui, c'est un painter aussi de 7 ans. 5, pardon. Non, 5 ans. Mais c'est parce qu'il est gentil qu'il marche bien, donc j'ai cru qu'il était plus vieux. Donc, je vais le placer
dans l'autre sens. Ou alors, on en est où là? Voilà, on est là. Donc là, on voit que bien, tout ce qu'on a travaillé à pied, ben, ça sert wow, dans la vie de tous les jours. Donc lui, il est monté en bride. Hein, on le prépare à être monté à une main. Donc là, il est en bride. On a fini le travail en filet. Il est en bride. Donc là, vous voyez dans sa bouche, un mort de bride. Alors, c'est un mort de bride à légère pompe. Hein. Ça peut bouger ici. Toc, 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 avec une roulette au milieu, comme d'habitude, qui puisse jouer. Les rênes fermées avec ça. On appelle ça un romal. Ce sont des rênes fermées. Souvent, en équitation western, on a des rênes ouvertes. Mais là, on peut a des rênes fermées. Ça, c'est issu de l'équitation californienne, côte ouest, des rênes fermées. C'est-à-dire, c'est la suite, si vous voulez, du bozal. Bozal, on met un bozalito quand on a fini le bozal, c'est-à-dire un tout fin avec des rênes toutes fines pour pouvoir passer en 4 rênes. Et plus le cheval avance, moins on utilise le bozal, enfin avance dans le dressage, et plus on va utiliser ces rênes-là. Et quand il est prêt, on enlève le bozal et on n'a plus que la bride. Voilà. Oui, pardon. Quand je suis en filet, que je passe en bozal. Alors, les chevaux, soit on les met au bozal tout de suite quand ils sont jeunes, au travail, enfin à 3 ans, soit effectivement on les met plus tard. Donc si on les met plus tard, qu'ils ont déjà été travaillés en filet, moi je conseille de monter en 4 rênes. C'est-à-dire avoir le filet, les rênes de filet, le bozal et les rênes de bozal, la méquée. Je conseille même d'utiliser alors un bozalito. C'est un bozal qui est plus fin pour que ça ne gêne pas si on a un gros bozal, avec des rênes plus fines. Et du coup, on va monter en 4 rênes en utilisant plus les rênes de filet que le bozal et progressivement raccourcir, plutôt rallonger le filet pour avoir plus de bozal. Et quand on a le contrôle du cheval, à ce moment-là, on enlève le filet. Le bozal, la transition est à faire comme ça parce que c'est vrai que sur l'autre cheval, ça aurait été plus facile. On va le laisser là. On va voir s'il s'en va pas. Voilà. Et si j'ai un bozal sur mon cheval et que je fais une action vers la droite, hop, vous voyez, il se tourne dans ce sens. Donc le bozal se met comme ça. Et il faut que le cheval comprenne que quand le bozal se met comme ça, il faut tourner la tête comme ça. Donc voilà un peu le paradoxe du bozal, un peu la difficulté des chevaux qui ne connaissent pas. Après, quand ils connaissent, vous avez vu sur Iceman, hein, ça s'est très très bien passé. Et ça se passe toujours relativement bien. On a deux autres chevaux qui sont en bozal, un jeune qu'on est en train de débourrer, d'ailleurs, il n'est même pas encore vraiment débourré, et une autre jument de 4 ans. On a débourré à 4 ans, justement, elle aussi en bozal, avec l'accord des propriétaires, bien sûr. Voilà. Donc, la bride, je pense que j'ai répondu à la question, oui, très bien. Voilà, hop, on monte. Ah. Oups. Voilà. Même principe, sauf que je vais monter à une main. Voilà. Mes aides pour avancer, je vais aller au trot tout de suite. Oups là, voilà, ça part tout seul. Voilà, faut se mettre au travail, voilà, très très bien. Donc là, on a déjà un peu plus de rassemblés, parce que le cheval est un peu plus en avance dans le travail, comme il est plus âgé que Iceman, qui lui n'a que 3 ans, ben, on voit que, voilà, c'est tranquille. Je dirige plus avec mes jambes qu'avec mes mains. Je monte juste ma main pour obtenir, voilà, quand il sort de la main, il sort du bout du nez, voilà. Alors lui, il a tendance un peu à rentrer le bout du nez, parce que avant que Méline ne l'achète, il avait été travaillé quasiment qu'en enraînement. Donc on a eu un gros travail pour récupérer ça, parce que ça casse les chevaux. Chez nous, les chevaux n'ont jamais d'enraînement. Franchement, il faut éviter. Éviter au maximum, parce que les chevaux s'encapuchonnent, les chevaux se brisent au niveau de la 3e cervicale, et après on a moins de contrôle du cheval, de la vitesse, la direction, de tout. Donc il a encore cette petite tendance-là, mais il se tend dans son travail maintenant. On le sent d'ailleurs, il répond à ma jambe intérieure, là. Voilà. Ouais, on peut céder, on peut s'arrêter pareil. Hop. Bel arrêt, reculer. Bon. Voilà. On peut se déplacer. Pas de côté, poids du corps. Donc pareil, là, dans ces exercices latéraux, si vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais je n'ai pas de pression avec ma jambe. J'ai juste ma fesse gauche qui est écrasée dans ma selle. Donc là, j'exagère un peu les mouvements de
jambes écartées, etc., pour que ça se voit à la vidéo. Mais là, voilà. Donc j'ai un déplacement latéral, wow, sans pression avec ma jambe. Puisqu'il a appris au début, la jambe étant dans le quatrième effet, donc dans notre degré d'utilisation des aides, bah, il a appris que le poids du corps, s'il ne suit pas les indications du poids du corps, suivrait l'action de la jambe. Ok, donc lui, on a beaucoup de travaux, voilà, on a tout ce genre de choses. Voilà. Hein, on repart au trot. Très, très bien. Très, très bon cheval. Transition au pas. On remet la jambe. Là. Oh. On va le rassembler un peu. Non. Ça, c'est plus difficile à l'arrêt. On va jouer. Voilà. Poids du corps. Voilà. Plus le poids du corps sur ma jambe gauche. Ma reine gauche légèrement appuyée sur l'encolure. Et là, on obtient également des pivots. Wow. Wow. Voilà. OK. Alors, en compétition, chez nous, on pratique notamment du reining. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est du dressage en fait. Hein. Donc, mais on utilise notre méthode de travail pour travailler en reining. Et sur nos chevaux, on met toutes les manœuvres qu'on a en reining, même nos chevaux classiques. Oh, parce que en reining, vous avez l'épreuve dans laquelle vous avez les cercles, les spins, c'est-à-dire les vrilles, les arrêts glissés, etc. Vous avez tout le travail. Dans le travail, il y a épaule en dents, appuyé, tête au mur, etc., etc. Tout ça, on le fait et tout ça, on l'a. Donc, tous nos chevaux passent par cette école des aides avant de partir vers autre chose. Alors, bien entendu, tous nos chevaux ne font pas des arrêts glissés. Je parle de méthode de travail pour obtenir des déplacements latéraux, l'engagement des postérieurs. Voilà un cheval qui travaille juste. Les arrêts glissés sont réservés qu'aux chevaux qui font du reining et qu'aux chevaux qui ont les fers spécialisés et uniquement sur sol spécialisé. Voilà. Des questions quant à ce cheval? Sinon, je vais passer au dernier. Le dernier est un cheval en selle anglaise pour vous montrer que notre méthode s'applique aussi à l'équitation anglaise, ou classique, comme on peut dire. Hein, on va redonner Evoque à sa propriétaire. Là. Merci. Voilà, Rockin, Painters, 6 ans. Une jument d'école, tout simple, qui est montée aussi bien par des enfants que par des adultes. Elle est très gentille. Ouais. Hop. Voilà. Oh. Oups. Voilà. Voilà. Les aides, c'est exactement la même chose. Même pour l'incurvation. Donc là, je garde du contact, bien entendu, que je suis en classique. Alors, ce n'est pas un contact qui est dur, c'est un contact qui est léger. Si vous voulez, je pourrais prendre les 2 derniers doigts en travaillant mon cheval et je suis le mouvement. OK? Bon, c'est très important de suivre le mouvement. Et là, je tourne en utilisant, pareil, ma jambe intérieure. Je vais tout droit, 2 jambes parallèles. Je vais passer dans l'autre sens, je regarde, je mets mes jambes, tourne mes épaules. Ouais, j'ai pas encore fait de reine d'ouverture, je pourrais la relâcher ma reine. Mais mon cheval, il tourne. Voilà, donc même en équitation classique, c'est le même principe. Ma reine d'ouverture, qui va juste travailler légèrement le coin de bouche gauche. Voilà. Et le cheval va céder dans son attitude. Voilà, tout simplement, avec 10 grammes. Voilà. Et là, on sent le cheval qui commence à s'engager. Bien sûr, ce pas des séances de travail complexes qu'on fait là, c'est juste en démonstration. Voilà, qui commence à s'engager tranquillement et je suis le mouvement. Voilà. Okay. On va partir au trot, même chose. J'ouvre les doigts, je serre les fesses, voilà. Hein, je ne peux même pas utiliser mes jambes. Jambes intérieures, jambes extérieures aux épaules, enfin à la sangle, pour le contrôle des épaules.
Alors, on me dit toujours, ouais, mais tes ailes de l'incurvation, elles sont à l'envers. Je dis, bah oui, c'est logique, puisque moi, ma jambe intérieure, elle recule pour se mettre au milieu du cheval, pour que le cheval puisse se plier autour. Si j'ai ma jambe à la sangle, je ne peux pas plier grand-chose, hein. Il y a le garrot juste au-dessus, c'est rigide, on ne peut pas vraiment plier. Et ma jambe extérieure, elle avance pour contrôler les épaules. J'ai besoin de contrôle des épaules, comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains. Ils me disent, oui, mais elle ne recule pas pour tenir les hanches. Je dis, bah, si mon cheval il veut sortir les hanches dans un cercle que je fais au trot, par exemple, ou pas, c'est déjà que je n'ai pas travaillé mes assouplissements et que le cheval n'est pas déjà dans mon leadership inspirant parce qu'il a envie de faire autre chose que ce que je suis en train de lui demander. Donc, de toute façon, j'ai raté ce que je voulais faire. Donc, il faut revenir aux fondamentaux et revenir aux bases. À propos de fondamentaux, dans notre méthode, on a les exercices et on a les fondamentaux. Pour chaque exercice, on a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les fondations, si vous voulez. Ce sont des exercices qui vont amener à pouvoir en faire un exercice plus compliqué. D'accord? Par exemple, pour le sliding stop, ça c'est assez spectaculaire et c'est facile à comprendre. On va travailler les arrêts du pas, comme l'autre, comme tout à l'heure avec Eichmann. Arrêt, j'avance mes jambes, mon cheval recule. Voilà une des fondations, un exercice fondamental de mon arrêt glissé. Voilà, là je travaille. Donc je vais demander une transition. Bon là, elle n'avance pas. Je suis en train de parler. Voilà, on peut demander un peu plus de rythme. La jambe qui agit, celle qui en a besoin. Là, je perds parfois un peu d'incurvation, donc poids du corps à l'extérieur. Voilà. Transition au pas. Ouais, je lâche mes rênes et mon cheval il passe au pas. D'accord? Tout simplement parce que je lui demande avec mon assiette. On va recommencer. Hop là, là. Tout simplement en avançant les mains. On va repasser au pas. J'avance, hop. Voilà. Et je passe au pas. Pas avec mes mains, avec mon assiette. OK? Voilà. Donc, on voit qu'on peut travailler aussi bien en équitation classique, en équitation anglaise, en saut d'obstacle. On fait même des cours de saut d'obstacle en utilisant cette méthode. Alors là, le plus difficile pour le saut d'obstacle, quand des cavaliers de club alentour viennent, c'est qu'on les fait sauter sans les rênes, en peignant les rênes et garder l'équilibre. Alors ça, c'est excessivement difficile pour les cavaliers parce que souvent les rênes sont un moyen de tenue. Et donc là, on essaye d'éliminer ce réflexe. C'est très difficile, mais les rênes ne sont pas un moyen de tenue, ce n'est pas un moyen de garder de l'équilibre, c'est un moyen de communiquer. Il y a une bouche, on communique avec son cheval, avec les rênes, mais pas autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'était le dernier cheval. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer notre conférence. Je vous remercie d'avoir participé à cette première conférence. Il y aura bientôt d'autres conférences. Alors, les autres conférences, il y aura moins de théorie. Ce sera que des démonstrations avec des thèmes bien précis. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre des thèmes. Le prochain thème sera notamment ce sera d'ici une quinzaine de jours. Ce sera le 8, 7, le 7, voilà, c'est le 7, on transmettra encore l'horaire. Ce sera l'embarquement du cheval. Comment faire pour embarquer un cheval? Donc, on partira d'un cheval qui sait déjà très bien embarquer. Voilà ce que je veux. Et après, je vous montrerai tous les exercices pour arriver à ça, avec différents chevaux. Donc, il y en aura dans le lot, certainement, qui n'auront jamais embarqué avec moi. Donc, il y aura peut-être des moments un peu plus longs où on fera du travail, justement, pour rentrer et que ça rentre tout seul. Le but, c'est que le cavalier reste dehors et que le cheval rentre. Ça, c'est ce qu'on cherche à avoir. Que les chevaux peuvent apprendre aussi bien, là, ça me fait penser à autre chose, c'est que les chevaux peuvent apprendre aussi bien par les exercices qu'on fait, par conditionnement. Donc, il y a deux types de conditionnement, hein, celui de Pavlov et celui-là le conditionnement de Skinner, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le conditionnement de Pavlov amène des modifications biologiques. Par exemple, quand on ouvre la porte de la grainetterie, ça fait du bruit, les granulés, et ça, les chevaux, ils vont se taper dans les murs et ils font des sucs gastriques, justement, ils en produisent pour pouvoir digérer les granulés qui vont arriver. Les conditionnements de Skinner, c'est plutôt un apprentissage cognitif où ils apprennent à faire des choses, c'est plus conscient comme apprentissage. Voilà. Oui, et les chevaux peuvent aussi apprendre par mimétisme. Alors souvent, j'ai vu les vidéos, on prouve le contraire. C'est entièrement faux. Les chevaux peuvent apprendre par mimétisme, notamment les poulains, ils apprennent déjà à manger quelle herbe et telle herbe, la maman montre
Quand un cheval a peur éventuellement de rentrer dans l'eau, on met une rivière, on balade, on met un cheval devant, le suivant suit. Ah bah tiens, il est dedans. Bah oui, c'est mimétisme. Cette jument-là est une jument qui détestait embarquer dans un vent. Quand je l'ai acheté, j'avais embarqué, j'ai mis un petit moment. Dans le voyage, c'était, elle a bougé. Et un jour, je dis, bon, ben voilà, tous les chevaux qui viennent d'arriver, on va les travailler au vent. Elle était dans son box, elle regardait par la fenêtre. J'ai chargé tous les chevaux. Donc les chevaux, on les a fait travailler, comme ce que je vais montrer à la prochaine conférence. Travailler un après l'autre, près d'un mur, près du vent, et rentrer. Ça prenait à peu près 20 minutes par cheval, plus ou moins. Elle était la dernière. Elle était à sa fenêtre, elle a tout regardé. Quand je l'ai sortie du box, je suis arrivé dans la carrière où il y avait le vent. Je voulais la faire tourner vers la clôture. Elle voulait aller au vent. Je dis, bah tiens, je vais la laisser faire. Et elle est rentrée toute seule. Donc, quand on dit qu'un cheval ne peut pas apprendre par mimétisme, si. Voilà. Surtout que vous avez un cheval, elle est un peu fainéante. Elle est comme ça. Et du coup, elle s'est dit, oh, moi, je ne peux pas tourner. Elle avait compris le principe, donc elle y est allée. Voilà. Donc, encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clôture cette vidéo. Voilà. On vous remercie encore. Je vous souhaite encore une bonne soirée.